Cet épisode a été réalisé en partenariat avec le festival Les Mycéliades. Plus d'infos en fin de vidéo. Avez-vous déjà rêvé de parcourir une jungle remplie de dinosaures, de savoir ce qu'il adviendra de nos sociétés dans 10 000 ans, ou bien d'assister en direct à la mort du soleil? Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Depuis H.G. Wells et sa fameuse machine à explorer le temps, le voyage à travers les époques, avec ses paradoxes temporels et ses mondes alternatifs, est un fantasme récurrent de la science-fiction. Mais au début du XXe siècle, un certain Albert Einstein a définitivement brouillé les frontières entre la réalité et la fiction grâce à ses deux théories de la relativité. Les travaux du célèbre physicien moustachu nous amènent en effet à deux surprenantes conclusions. Non seulement le voyage dans le temps est possible, mais pour embarquer dans une telle aventure, il vous faudra voyager dans l'espace. Dans cet épisode, on va donc explorer dans quelle mesure les lois de la physique telles qu'on les comprend aujourd'hui autorisent les voyages dans le temps, et comment la science-fiction s'est emparée des théories d'Einstein pour explorer certains de ses résultats les plus déroutants. De toute façon, là où on va, on n'a pas besoin de route. Nous sommes en 1911. 6 ans auparavant, Albert Einstein a bouleversé nos conceptions de l'espace et du temps avec sa théorie de la relativité restreinte. Ces équations montrent en effet qu'il existe un lien inextricable entre l'espace et le temps qui sont désormais réunis dans un unique objet mathématique nommé espace-temps. D'autre part, la relativité restreinte est conçue pour décrire le comportement d'objets lancés à très grande vitesse. À cette époque, les conséquences de la théorie d'Einstein n'ont pas encore fait leur chemin dans la communauté des philosophes, et encore moins dans la culture populaire. Comme ces nouvelles idées sont profondément contre-intuitives, il faut les vulgariser. Et l'une des personnes ayant le plus contribué à populariser les idées de la relativité restreinte est le physicien français Paul Langevin. Dans une célèbre conférence donnée en 1911, à l'occasion du Congrès international de philosophie de Bologne, Langevin décrit une troublante expérience de pensée qui va marquer les esprits. Une version moderne de cette expérience pourrait être résumée ainsi. Imaginons deux frères jumeaux, qu'on va appeler Igor et Grishka. Igor, qui a la bougeotte, décide d'embarquer dans un voyage aller-retour à destination de l'étoile Proxima du Centaure, à bord d'un vaisseau capable de voyager à des vitesses dites relativistes, c'est-à-dire proches de celles de la lumière. Grishka, plus frileux, décide de rester sur Terre. À son retour sur la planète bleue, les horloges du vaisseau d'Igor indiquent que son voyage a duré 10 ans au total. Mais lorsqu'Igor émerge du vaisseau et rejoint Grishka, il constate avec horreur que, du point de vue de ce dernier, c'est plus de 20 ans qui se sont écoulés. Igor est désormais beaucoup plus jeune que son frère jumeau, Grishka. Son voyage l'a non seulement amené dans les contrées lointaines de l'espace, mais aussi et surtout dans le futur. Impensable? Mais non, voyons. Dans l'univers, rien n'est impossible. Pour l'anecdote, si vous faites des recherches sur cette fameuse expérience de pensée, vous verrez qu'elle est généralement connue sous le nom de paradoxe des jumeaux de Langevin. Mais la formulation originale de l'histoire de Langevin n'implique ni paradoxe, au sens logique du terme, ni jumeaux. D'ailleurs, elle n'implique même pas de vaisseau interstellaire. En guise de clin d'œil à Jules Verne, l'histoire de Langevin fait plutôt intervenir un voyage en boulet de canon. Il ne faudra pas attendre bien longtemps avant que la fiction ne s'empare de cette expérience de pensée, avec des romans comme Le règne du bonheur d'Alexandre Arnoux, des bandes dessinées aussi comme Zig et Puce au XXIe siècle, ou encore le film français Croisière sidérale, une comédie de science-fiction tournée à l'époque de l'occupation et surtout connue aujourd'hui pour être le premier film au monde à mettre en scène les équations de la relativité. Dans ces œuvres, la trame narrative est toujours à peu près la même. Des personnages embarquent dans un voyage sidéral, souvent en ballon d'ailleurs, parce que la fusée spatiale n'existe pas encore, puis ils reviennent sur Terre dans un futur lointain. Les formules de Lorentz? Oui, les formules de Lorentz, les équations de Lorentz s'appliquent intégralement. Oh, ça c'est magnifique. Depuis l'ère du spatial, la recette a été exploitée par un grand nombre d'œuvres de science-fiction mettant en scène des voyages interstellaires. On peut penser à L'âge des étoiles de Robert Heinlein, un roman jeunesse dont les personnages principaux sont littéralement des jumeaux, ou encore au roman Tozero de Poul Anderson qui imagine un vaisseau capable de puiser son carburant dans l'espace interstellaire pour atteindre des vitesses arbitrairement proches de la lumière. Et comment ne pas mentionner le film La planète des singes de Franklin Schaffner, adapté du roman de Pierre Boulle, qui met en scène le crash d'un équipage d'astronautes sur une planète inconnue
qui se trouve être... spoiler alert. Mais le concept est peut-être le plus magistralement poussé dans le roman La guerre éternelle de Joe Haldeman. Dans ce classique de la science-fiction militaire, le soldat William Mandela est embarqué dans une guerre sans merci contre les Taurans, une espèce extraterrestre. Pour ce faire, il est envoyé dans divers champs de bataille à travers la galaxie, dans des vaisseaux interstellaires qui voyagent à des vitesses relativistes. À chaque voyage, il réalise un grand bond irréversible dans le futur. Ici, la dilatation temporelle sert d'allégorie à l'aliénation qu'a subi l'auteur lors de la guerre du Vietnam, et surtout son rapport aux nombreux changements culturels qu'il a constatés à son retour du front. Quand on voit les contraintes narratives qu'imposent les voyages à des vitesses sublimiques, on comprend bien pourquoi la plupart des space opéras comme Star Wars ou Star Trek utilisent des moyens de transport plus rapides que la vitesse de la lumière, à base d'hyperespace ou de distorsion de l'espace-temps, pour maintenir leurs empires galactiques en place. Si tous les personnages ne vivent pas dans la même temporalité, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué de communiquer entre les planètes. Alors qu'est-ce qui explique que les deux jumeaux de Langevin puissent vieillir à des rythmes différents? Pour le comprendre, on va devoir introduire quelques notions de relativité restreinte. Ces concepts vont probablement vous retourner les synapses façon chaussette, mais rassurez-vous, ils ne sont pas très difficiles à comprendre. Tout d'abord, il faut réaliser que lorsque vous mesurez la position ou la vitesse d'un corps, vous avez toujours besoin de le faire par rapport à un objet ou à un ensemble de points qui vont constituer un cadre de référence fixe qu'on appelle aussi un référentiel. Et des référentiels, il en existe une infinité, mais la relativité restreinte met le focus sur une classe de référentiels en particulier, les référentiels inertiels. Dans un référentiel inertiel, un objet isolé est soit immobile, soit il se déplace en ligne droite à vitesse constante. Dans son célèbre article de 1905, qui introduit la relativité restreinte, Einstein énonce deux postulats fondamentaux sur lesquels se base l'intégralité de sa théorie. Le premier postulat d'Einstein affirme que les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels inertiels. La conséquence de ce postulat, c'est qu'il n'existe aucune expérience de physique qui pourra vous dire si vous êtes en mouvement de façon absolue. Imaginons que vous vous réveillez un jour dans un train qui peut glisser sans frottement sur les rails, se déplacer sans aucun bruit et qui ne possède aucune fenêtre qui donne sur l'extérieur. Dans cette situation, vous n'aurez littéralement aucun moyen de savoir depuis l'intérieur du train si vous êtes en train d'avancer ou non. Si vous faites tomber votre stylo, par exemple, il ne va jamais partir à toute vitesse derrière vous, sauf si le train se met subitement à accélérer, bien sûr. Que vous soyez immobile ou que vous vous déplaciez en ligne droite à plus de 4000 km/h, le stylo va toujours tomber en chute libre à vos pieds. Le second postulat de la relativité restreinte affirme que la vitesse de la lumière dans le vide est la même dans tous les référentiels inertiels. Autrement dit, elle est indépendante du mouvement de la source. Si un vaisseau s'approche de vous en ligne droite à 90% de la vitesse de la lumière et qu'il allume ses phares, vous pourrez mesurer la vitesse de déplacement du rayon de lumière et constater qu'il s'approche de vous à 300 000 km par seconde. Mais là où ça devient intéressant et contre-intuitif, c'est que les passagers du vaisseau aussi vont mesurer que le rayon de lumière s'éloigne d'eux à 300 000 km par seconde. Si on prend ces deux postulats au sérieux, ils produisent des conséquences plutôt insolites. Imaginons qu'Igor, depuis son vaisseau, fonce en ligne droite et à grande vitesse à proximité de la Terre, où se trouve Grishka. Sur le plafond du vaisseau, une lampe envoie un rayon de lumière vers le sol, qui est ensuite renvoyé vers le plafond via un miroir. À l'aide d'un chronomètre ultra précis, Igor mesure le temps d'aller-retour du rayon lumineux. Pour lui, le rayon de lumière a simplement parcouru 2 fois la hauteur du plafond. Mais du point de vue de Grishka, qui observe la même scène avec son chronomètre, la situation est un peu différente. Pour Grishka, la distance parcourue par le rayon lumineux est plus grande que celle mesurée par Igor, puisque le vaisseau se déplace par rapport à l'observateur immobile. Si le second postulat de la relativité restreinte est correct, et que la vitesse de la lumière est la même aussi bien pour Igor que pour Grishka, ça signifie nécessairement que les temps de trajet mesurés par Igor et Grishka sont différents. Du point de vue de Grishka, le rayon lumineux du vaisseau va mettre plus longtemps à effectuer son aller-retour que la durée mesurée par Igor à bord de son vaisseau. Cet étrange phénomène, c'est la dilatation du temps. Laquelle de ces deux mesures de durée est correcte? Eh bien, les deux, mon capitaine, si l'on en croit le premier postulat de la relativité, qui nous dit qu'aucun point de vue, aucun référentiel n'est privilégié. Pour Igor comme pour Grishka,
le temps que mesure leur horloge propre défile bien normalement, au rythme d'une seconde par seconde. Mais Igor et Grishka étant en mouvement rapide l'un par rapport à l'autre, ils ne peuvent plus se mettre d'accord sur la notion même de durée. Et plus Igor se rapprochera de la vitesse de la lumière dans le référentiel de Grishka, plus cet effet de dilatation temporelle sera élevé. Et plus l'écart sera grand entre leurs perceptions respectives de la durée entre deux événements. Quand on y songe, cette expérience de pensée est assez vertigineuse, car ce qu'elle signifie réellement, c'est que le temps n'est pas une notion absolue, comme on pourrait le penser intuitivement. Il est relatif, c'est-à-dire qu'il dépend de l'observateur. Et c'est notamment pour ça qu'on parle de théorie de la relativité. Ce résultat est déjà très étonnant en soi. Mais depuis la première formulation de l'expérience de pensée de Langevin, certains auteurs ont pointé du doigt un élément qui peut sembler paradoxal, et qui a d'ailleurs donné son nom au fameux paradoxe des jumeaux. Pourquoi est-ce que c'est Igor, le jumeau voyageur, qui se retrouve plus jeune que son frère sédentaire? Après tout, si la notion de mouvement n'est pas absolue, on pourrait très bien se dire que du point de vue d'Igor, c'est Grishka qui s'est éloigné de son frère à des vitesses relativistes avant de retrouver ce dernier. Si la situation était parfaitement symétrique, le jumeau resté sur Terre devrait aussi être plus jeune que le voyageur. Et les deux jumeaux ne peuvent pas tous les deux être plus jeunes en même temps, n'est-ce pas? Alors comment expliquer cette curiosité? Comme je l'ai dit plus tôt, le paradoxe des jumeaux n'a en fait rien de paradoxal, puisque la situation n'est pas aussi symétrique qu'elle en a l'air. En effet, au cours de son voyage, Igor a subi plusieurs phases d'accélération et de décélération. Pour décoller, d'une part, mais aussi pour faire demi-tour et retourner sur Terre. Or, durant ces phases d'accélération et de décélération, Igor ne se trouve plus dans un référentiel inertiel, contrairement à Grishka, qui est immobile. C'est dans ces moments-là que la symétrie de la situation est brisée. Igor va ressentir cette accélération dans son corps, et pas Grishka. Et ce sont ces changements de référentiel qui sont à l'origine du vieillissement accéléré de Grishka par rapport à Igor. Alors en disant ça, je réalise bien que je ne vous ai pas tout expliqué, mais si j'allais plus loin, ça deviendrait un peu trop technique à mon goût pour cette vidéo. Donc si vous voulez en savoir plus sur les subtilités du paradoxe des jumeaux, je vous renvoie vers la superbe vidéo de David Louapre de la chaîne Science Étonnante qui traite ce sujet avec énormément de pédagogie. Cet effet de dilatation du temps, dû aux vitesses relatives, peut sembler profondément étrange. On n'a pas envie d'y croire réellement, tant ce phénomène va à l'encontre de notre perception du temps de la vie quotidienne. Et pourtant, la dilatation du temps a bien été vérifiée depuis par de nombreuses expériences, et notamment via l'observation de particules élémentaires appelées muons, des sortes de cousins plus massifs de l'électron. Ces muons sont généralement créés lorsque des particules de hautes énergies percutent violemment les molécules de la haute atmosphère terrestre, à une vingtaine de kilomètres d'altitude en moyenne. Ces collisions génèrent des collections de particules subatomiques diverses, dont les fameux muons, qui se dirigent vers le sol à plus de 99,9% de la vitesse de la lumière. Le truc, c'est que les muons sont des particules instables. Quand on observe des muons immobiles en laboratoire, on constate qu'au bout de 2 microsecondes en moyenne après leur naissance, ils ont tendance à se désintégrer en particules plus légères. Avec une telle durée de vie propre, la quasi-totalité des muons qui naissent dans la haute atmosphère ne pourraient pas parcourir plus d'1 kilomètre ou 2 avant de se désintégrer, et ne pourraient donc pas atteindre le sol. Mais en pratique, ce n'est pas du tout ce qu'on observe. Depuis le début des années 40, les détecteurs de particules au sol enregistrent une quantité surprenamment élevée de muons qui percutent la surface de la Terre en permanence. Enfin, surprenamment élevée si on ne prend pas en compte les effets de la relativité restreinte. Comme les muons de la haute atmosphère se déplacent à des vitesses relativistes par rapport à la Terre, la dilatation temporelle est très importante. Et du point de vue d'un observateur terrestre, le temps de vie moyen des muons est considérablement allongé par rapport à leur durée de vie propre, ce qui leur permet de parcourir une distance plus grande et d'atteindre le sol beaucoup plus fréquemment. Bon, il faut bien avouer que dans la vie de tous les jours, si vous n'êtes pas une particule subatomique relativiste ou que vous ne possédez pas de vaisseau interstellaire, les effets de la dilatation du temps sont pour le moins décevants si votre but est de voyager dans le futur. Même pour les astronautes de la Station Spatiale Internationale, qui se déplacent autour de la Terre à la vitesse ahurissante de 28 000 km/h, les différences de temps perçues par rapport aux habitants de la Terre sont quasi imperceptibles.
L'histoire des jumeaux Scott et Mark Kelly l'illustre très bien. Le cas de ces deux astronautes américains est en quelque sorte ce qui se rapproche le plus d'une réalisation concrète de l'expérience des jumeaux de Langevin à notre échelle. Scott est le plus jeune des deux jumeaux, il est né 6 minutes après Mark, mais après un séjour d'1 an environ dans l'ISS, Scott a accumulé un décalage temporel d'environ 8 millisecondes par rapport à son jumeau resté sur Terre. Autrement dit, depuis son retour sur Terre, Scott est désormais plus jeune que Mark de 6 minutes et 8 millisecondes. Pour bien comprendre la nouvelle différence d'âge des jumeaux Kelly, la dilatation temporelle due au mouvement relatif de Scott et Mark ne suffit pas. Il faut aussi inclure un deuxième effet de dilatation du temps, qui est introduit cette fois-ci par le champ gravitationnel de la Terre. Pour ce faire, on va devoir changer de formalisme et se saisir des outils de la relativité générale d'Einstein. Contrairement à la relativité restreinte, la relativité générale est une théorie de la gravitation. Elle décrit la manière dont les objets massifs interagissent entre eux. En relativité générale, la gravitation n'est plus décrite comme une force attractive, comme chez Newton, mais plutôt comme une manifestation de la courbure de l'espace-temps produite par un objet massif, comme une planète ou une étoile. Cette courbure de l'espace-temps introduit une différence relative de temps perçu pour des observateurs situés à différentes distances de l'objet massif. Plus vous êtes proche de la masse gravitante, plus le temps s'écoule lentement pour vous par rapport à un observateur éloigné. Pour le dire autrement, la dilatation gravitationnelle du temps fait que votre tête vieillit légèrement plus vite que vos pieds, puisque ces derniers sont plus proches de la Terre et subissent donc une attraction gravitationnelle légèrement plus intense. De même, si on annule l'effet de la vitesse pour ne prendre en compte que l'effet de l'altitude de l'ISS, l'astronaute dans la station vieillissait un poil plus vite que son frère resté sur Terre. En pratique, on peut calculer que Scott Kelly dans l'ISS accumulait un décalage de l'ordre de quelques microsecondes par jour par rapport à son frère resté au sol. Bien entendu, ce décalage est minuscule, parce que le champ gravitationnel de la Terre est relativement faible. Mais aux abords d'un trou noir, où le champ gravitationnel est d'une intensité extrême, c'est une autre paire de manches. Vous vous souvenez d'Interstellar ? Dans le film, l'équipage du vaisseau Endurance débarque sur la planète Miller, qui se trouve en orbite autour du trou noir Gargantua. Sur cette planète, les horloges de l'équipage sont tellement ralenties par rapport aux horloges des terriens qu'une heure passée sur Miller équivaut à 7 années passées sur Terre. Ces chiffres ne sortent pas de nulle part. Ils ont été savamment calculés à l'aide des équations de la relativité générale par le physicien américain Kip Thorne, qui a été consultant scientifique pour le film. Et cet effet de dilatation gravitationnelle du temps n'est pas non plus qu'une simple expérience de pensée théorique. Son existence a été mise en évidence dès les années 70, grâce à une expérience consistant à envoyer une paire d'horloges atomiques extrêmement précises faire des tours du monde à bord d'avions de ligne commerciaux. À la fin de leur voyage, les durées indiquées sur les horloges étaient comparées à une autre horloge atomique restée au repos sur Terre. Les 3 horloges étaient initialement synchronisées, mais à leur retour, elles n'indiquaient plus exactement la même heure. Et cerise sur le gâteau, la désynchronisation des horloges voyageuses par rapport à l'horloge immobile correspondait très précisément aux prédictions de la relativité générale. Génial, Monsieur White! Génial, la science! Bon, vous l'aurez compris, les concepts de dilatation temporelle, qu'elle soit gravitationnelle ou non, ne sont pertinents que dans le cadre d'un voyage dans le futur. Mais qu'en est-il de l'autre direction de l'écoulement du temps ? Pourrait-on effacer nos erreurs passées, empêcher des catastrophes globales de se produire ou simplement assister à des événements historiques, voire préhistoriques? En théorie, les équations de la relativité générale autorisent la création de ponts qui connectent 2 points arbitrairement éloignés de l'espace-temps, les fameux trous de verre ou ponts d'Einstein-Rosen, suggérés donc toujours par le même dans un article en 1935. Si ces trous de verre existent, s'ils sont stables et s'ils sont traversables par des humains, le physicien Kip Thorne, encore lui, a calculé que ces curieux objets pourraient bien constituer d'authentiques machines à remonter le temps qui permettraient de retourner au maximum jusqu'au moment de la création du trou de verre. Pas au-delà. Comme quoi, le passé aussi est relatif. Mais comme vous l'aurez sûrement remarqué, il y a beaucoup de « si » dans cette phrase. Les trous de verre restent à ce jour des objets purement théoriques et les physiciens ont de nombreuses raisons de penser que la construction de trous de verre stables à notre échelle serait impossible à moins d'invoquer une grande quantité de matière exotique à la masse négative
et de nature inconnue. Ce qui n'empêche pas des œuvres dites de hard science-fiction de faire appel à cette solution. Mais même si ces problèmes techniques étaient résolus, l'existence même de ces trous de verre violerait un principe quasi sacré de la physique, le principe de causalité, qui affirme que les causes précèdent les effets. Si ce principe était brisé, ça ouvrirait la voie à toute une série de paradoxes qui ont été maintes fois explorés dans les œuvres de science-fiction. Par exemple, si vous remontez dans le temps et que vous empêchez vos parents de vous concevoir, disons en tuant votre grand-père ou en flirtant avec votre propre mère, la chaîne d'événements qui conduit à votre existence serait brisée et vous ne pourriez donc pas être en vie pour effectuer votre voyage temporel. C'est le célèbre paradoxe du grand-père qui a été mis en scène pour la première fois sous cette forme en 1944 dans le roman Le voyageur imprudent de René Barjavel. Pour faire face à ce problème plutôt embarrassant, le physicien britannique Stephen Hawking a proposé au début des années 90 une conjecture de protection chronologique. Selon elle, il pourrait exister des lois encore inconnues de la physique qui pourraient interdire le retour dans le passé et qui protégeraient l'univers de paradoxes temporels. On peut imaginer par exemple que tous les trous de verre s'autodétruiraient instantanément au moment de leur conception. Ou encore des lois au sens légal du terme, avec une brigade temporelle qui surveille la timeline et cherche activement à éliminer de potentiels visiteurs du futur, ou les variants des univers alternatifs causés par les voyages temporels. Bon, à ce stade, pourquoi pas? Pour illustrer sa conjecture avec l'humour qui le caractérise, Hawking a organisé en 2009 une grande réception à l'université de Cambridge à destination des visiteurs du futur. L'invitation à l'événement mentionne la date ainsi que les coordonnées GPS de la fête, et pour s'assurer que les invités soient réellement des voyageurs temporels et non des imposteurs, Hawking n'a envoyé ses invitations qu'une fois la réception terminée. Mais à la grande déception de tout le monde, personne n'est venu. Cette absence ne prouvait évidemment pas que le voyage dans le temps est impossible. Les visiteurs du futur pourraient être juste extrêmement malpolis. Mais ce coup médiatique, So British, renforce néanmoins la crédibilité de la conjecture de protection chronologique. La causalité est sauve, il n'y aura pas de fracture temporelle. Si vous avez pour ambition de voyager à travers le temps, il semble donc que les lois de la physique ne vous laissent que deux options plausibles. Du moins, en l'état actuel des connaissances. Option numéro 1, entamer la construction d'un vaisseau capable d'atteindre des vitesses proches de celles de la lumière, afin d'expérimenter l'effet de dilatation temporelle de la relativité restreinte. Une solution très coûteuse en énergie, mais qui est loin d'être impossible sur le papier. Option numéro 2, dénicher un trou noir pas très éloigné de notre système solaire et effectuer un bref survol de ses environs, afin de subir une forte dilatation gravitationnelle dédurée par rapport à vos homologues terriens. Une solution qui vous promettra un voyage assez psychédélique, mais prenez garde quand même à ne pas trop vous approcher de l'horizon des événements du trou noir, si vous ne voulez pas finir spaghettifié. Dans les deux cas, votre voyage dans le temps ne pourra vous amener que dans une seule direction, le futur. Si vous décidez un jour d'embarquer dans une telle aventure, je vous conseille donc d'y réfléchir à deux fois, car ce périple est sans retour. Le continuum spatio-temporel n'oublie pas et ne pardonne pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous êtes désormais dans le futur. Un grand merci au cinéma Le Méliès de Montreuil qui nous a gentiment prêté ses magnifiques locaux. Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec les Mycéliades, un festival de science-fiction qui, pour sa deuxième édition, aura lieu dans plus de 60 villes en France du 1er au 15 février 2024 et auquel nous sommes très heureux de participer. Il y aura des projections en cinéma et en médiathèque, c'est l'occasion de voir ou de revoir de grands classiques de la SF en présence de scientifiques, de cinéastes, de vidéastes et autres artistes qui participent à ce rapprochement entre la science et la fiction. De notre côté, on va notamment donner plusieurs conférences et ateliers de médiation scientifique à travers la France, donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir nous voir. On vous donne rendez-vous sur le site des Mycéliades et sur nos différents réseaux sociaux pour être tenu au courant de tout ça. À très vite.